Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir invité à participer à ce congrès, à ce symposium. C'est un plaisir de présenter ces données qui sont, là encore, comme les données cliniques un peu préliminaires. Et la question posée est une question très importante, toujours controversée, c'est existe-t-il un risque de thrombose avec Absorb? Normalement, on devrait y arriver, mais... Parfait. Donc, mes conflits d'intérêts. Donc, la thrombose de Stent, vous le savez, est un processus multifactoriel dans lequel de très nombreux éléments peuvent interagir, des facteurs liés au patient, bien sûr, le diabète, l'insuffisance rénale, l'altération de la fraction d'éjection, des éléments liés à la procédure, et on a vu que pour la procédure, eh bien, il y a un certain nombre de points très importants qui seront à respecter avec l'Absorb, bien sûr, en particulier la longueur de la lésion, l'existence d'une sténose résiduelle ou d'une mauvaise expansion du stent. Il y a des facteurs liés au traitement antiagrégant plaquettaire qui seront abordés par Thomas juste après. Mais il y a aussi des facteurs liés au stent, et c'est là-dessus peut-être que l'on va pouvoir discuter au cours d'une brève introduction sur le stent Absorb, puisqu'il a déjà été largement étudié, et les deux principaux registres qui ont lancé un signal d'alarme potentiel sur la thrombose de stent. Donc l'Absorb, ses caractéristiques cliniques, vous les connaissez. Vous savez que c'est un stent qui présente des mailles qui sont beaucoup plus épaisses que les stents actifs de dernière génération, avec donc une surface stentée finalement dans l'artère qui est très importante, puisqu'elle est de l'ordre de 32%, contre 12% à peu près pour les stents actifs de dernière génération. Et on comprend bien que plus il y a de métal, et plus effectivement il va y avoir un contexte favorisant la thrombose. Vous voyez ici une étude qui a été publiée récemment dans l'International Journal of Cardiology qui s'est intéressée à des données rhéologiques ou thermodynamiques et qui s'est intéressée donc au stent Absorb avec effectivement une perturbation un peu plus importante du flux que les derniers stents actifs et un effet sur les éléments sanguins qui là aussi était plus important. Donc potentiellement, en théorie, effectivement, peut-être des risques un peu plus importants de thrombose de stent. Alors, est-ce que ça se traduit en clinique ? Nous allons voir deux registres qui ont été récemment publiés, puis nous allons les mettre en perspective avec les autres données de la littérature. Alors les questions, eh bien c'est suite principalement au registre GHOST, le registre GHOST européen. Vous le savez, c'est un registre prospectif multicentrique, un seul bras, puisque c'est uniquement des patients traités par le stent biorésorbable, l'Absorb. Cette étude a inclus près de 1200 patients, et ici, ils ont publié dans Euro-Intervention le suivi à 6 mois. Donc je suis passé tout de suite aux résultats pour vous montrer donc, ce signal d'alarme qui a été largement mis en avant avec un taux de thrombose de stent, vous le voyez dans ce registre, qui est de l'ordre de 1,5% à 30 jours et 2,1% à 6 mois. Pour autant, lorsqu'on regarde le résultat clinique global dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, on voit que le TLF n'est pas très élevé, il est à 4,4%, donc pour lui, on a un taux qui est relativement équivalent au stent actif. Alors pourquoi ce taux de thrombose ? Eh bien, on est passé peut-être sur les limites de l'Absorb et sur les limites de la technique de pose, l'apprentissage. Vous voyez d'abord que dans ce registre, eh bien, vous avez près de 50% des patients qui ont été inclus dans un contexte de syndrome coronarien aigu. On a vu que l'Absorb avait plutôt été testé dans un contexte assez stable et en l'absence de thrombus intracoronaire. Vous voyez que ce sont des lésions complexes en majorité, B2 ou C. Là aussi, ça ne correspond pas tout à fait à sa validation clinique habituelle. Vous voyez que 6% des lésions, on en parlait tout à l'heure, étaient des lésions ossiales, qu'il y a près de 25% de bifurcation avec tous les problèmes que ça peut poser. Et vous voyez que ici, la prédilatation, eh bien, elle n'était pas toujours présente chez ces patients. Et c'est la même chose pour la postdilatation, comme vous allez le voir. Vous avez ici le détail des patients qui ont présenté une thrombose de stent. Et c'est ce que je vous disais. Donc, eh bien, pour la postdilatation, vous voyez qu'un très grand nombre de patients n'ont pas bénéficié de postdilatation. Donc dans ce registre, la prédilatation n'est pas systématique, la postdilatation est venue à manquer dans un grand nombre de patients. Et vous voyez aussi au niveau technique qu'un certain nombre de stents ont été expandus à des pressions qui étaient au-dessus de la RBPM et avec tous les problèmes que cela peut poser, comme on le disait, pour les antiagrégants plaquettaires. Donc vous verrez ça juste après avec Thomas. Deuxième grand registre qui a mis en question la possibilité potentiellement accrue de thrombose de stent, c'est BVS examination. Là, c'est une comparaison de l'utilisation de ce stent biorésorbable dans une situation de syndrome coronarien aigu avec surdécalage du segment ST.
Donc là encore, une situation clinique nouvelle pour le stent biorésorbable. Ici, il s'agit d'une étude avec 3 bras. Donc il y a des patients consécutifs traités par stent biorésorbable et qui ont été matchés. C'est une étude rétrospective là encore, donc un petit problème méthodologique bien sûr, qui ont été matchés par propensity avec un groupe de patients traités par le stent à l'évrolimus ou par un stent dit métallique. Vous voyez quelques limites là encore. Vous voyez qu'il y a près de 1,2 stents par patient, avec les problèmes que ça peut poser, notamment d'un contexte thrombotique de chevauchement de stents. Vous voyez que la post-dilatation, là aussi, est loin d'être maximale, puisque 1/3 simplement des patients avaient bénéficié d'une post-dilatation. Pour autant, lorsqu'on compare les 3 bras, eh bien, effectivement, même si le petit p n'est pas significatif, on est très proche de la significativité avec un excès de thrombose de stent précoce avec le stent biorésorbable. Donc 2 registres, vous voyez des situations cliniques et des conditions d'implantation du stent qui diffèrent un petit peu de la validation clinique pour l'instant du stent biorésorbable. Donc on va les comparer aux données de la littérature, aux essais randomisés qui avaient déjà été présentés. D'abord, rappeler le taux de thrombose de stent. Le taux de thrombose de stent que l'on va retrouver chez les patients tout venant ou ayant un syndrome coronarien aigu, vous le voyez, est proche de 1%, finalement, un petit peu plus proche de ce qu'on a retrouvé dans les 2 registres, dans lesquels il y avait un très grand nombre de syndromes coronariens aigus. Si on considère d'autres registres qui avaient été réalisés sur des patients tout venant, par exemple ce registre qui a été réalisé sur 800 patients, on voit qu'on ne retrouve pas cet excès de thrombose de stent, puisque dans la majorité des études, on avait des taux qui étaient inférieurs à 1%. Enfin, le taux de thrombose de stent dans les essais Absorb, vous voyez, avec soit des essais randomisés, soit des cohortes qui ont été suivies pendant de nombreuses années, est largement inférieur à 1%. La particularité de ces essais, bien sûr, c'est d'être cantonné à des patients très sélectionnés, en dehors du syndrome coronarien aigu, avec des techniques de pose qui sont bien standardisées. Je vous rappelle les résultats d'Absorb 2 qui ont été évoqués. Donc, cette étude randomisée avec une technique de pose standardisée ne retrouvait pas l'excès de thrombose de stent qu'on a vu dans les 2 registres que j'ai cités. En conclusion, donc, il est possible qu'il existe un excès de thrombose de stent avec le BAVS. Il y a un rationnel théorique du fait de l'épaisseur de la maille, mais dans ces registres, elle peut être reliée peut-être à certaines limites de ces registres. L'absence de pré- ou de post-dilatation, qui, on l'a vu, sont des éléments cruciaux de l'implantation de cette prothèse, et l'utilisation, entre guillemets, off-label, puisqu'on manque de données pour utiliser cette prothèse dans un contexte thrombotique de syndrome coronarien aigu. Peut-être qu'en attendant la prochaine génération, avec des mailles plus fines, eh bien, il faut privilégier ce pourquoi le BVS est déjà validé, c'est-à-dire des lésions simples, des situations cliniques validées et surtout, s'en tenir aux techniques de pose standardisées, de prédilatation et de postdilatation pour éviter ce potentiel écueil. Je vous remercie.